Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Tonight. Au sommaire de l'actualité, la décision intervient à l'issue de la visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ce lundi et mardi au Burundi. Le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza, dont le pays est plongé dans une crise politique depuis bientôt un an, s'engage pour un dialogue inclusif. Et en République démocratique du Congo, le G7 ne veut pas d'un dialogue conçu par le président Joseph Kabila. La plateforme d'opposition souhaiterait plutôt des négociations directes entre acteurs politiques en vue de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Les entreprises et la connaissance des différentes législations, un enjeu capital pour les économies africaines. L'harmonisation du droit des affaires est en effet au cœur d'une réunion qui se tient au Sénégal. Elle rassemble des experts du domaine juridique. Visite ce lundi du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Burundi pour tenter de dénouer la crise qui prévaut dans le pays depuis 10 mois. Plusieurs rencontres ont eu lieu et ce mardi, à l'issue d'un entretien avec le président Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais s'est engagé à un dialogue inclusif avec l'opposition et à la libération de 1200 prisonniers. Les précisions de Gladys Mwamba. Dialogue inclusif accepté par le président burundais Pierre Nkurunziza. En visite au Burundi les 22 et 23 février 2016, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a obtenu l'engagement du président Pierre Nkurunziza pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Depuis la réélection du chef de l'État Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat en avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique. Ban Ki-moon était venu au Burundi pour s'enquérir de la situation. Il a vu comment il a été accueilli au Burundi et il a échangé avec le président et les échanges, c'était excellent. Donc pour vous dire que Ban Ki-moon a été très content de voir l'état de la situation au Burundi et l'état de l'évolution de la situation sécuritaire au Burundi. Et pour vous dire que la visite de Ban Ki-moon a été pour nous une très bonne occasion pour montrer que le Burundi est un pays de paix, malgré les attaques des terroristes. Aucune précision n'a été donnée quant aux participants à ce dialogue politique. Le président Pierre Nkurunziza se dit prêt à dialoguer avec tous les acteurs politiques du pays, sauf ceux engagés dans des actes qu'il qualifie de déstabilisation. L'engagement à un dialogue inclusif semble salué par tous. La première leçon de cette visite, c'est que le langage de fermeté paye toujours face à un régime qui est un régime connu pour son autisme. Ban Ki-moon était venu avec 2 objectifs: obtenir l'engagement du gouvernement pour la reprise des négociations à Kampala ou Arusha. Deuxièmement, obtenir la libération des prisonniers politiques et évidemment l'arrêt des crimes, des exécutions extrajudiciaires. Depuis le 20 février 2016, des mandats d'arrêt internationaux contre 15 personnalités burundaises, dont plusieurs leaders de l'opposition, ont été annulés et 2 radios privées fermées depuis mai 2015 ont été réouvertes par les autorités burundaises. Des éléments encourageants pour le dialogue inter-burundais, une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devrait se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici au 28 février 2016. Également dans l'actualité, au Niger, la coalition des partis d'opposition a annoncé ce mardi ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la commission électorale. Résultats partiels et provisoires, notamment ceux de 20 des 308 communes du pays. Pour l'opposition, ce premier tour serait entaché de fraude. Et en République démocratique du Congo, la plateforme des 7 partis politiques exclus de la majorité présidentielle confirme sa position sur le dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Le G7 adhère au principe du dialogue, mais pas tel qu'il est prévu par le chef de l'État. Et dans la mesure où aucun calendrier électoral n'a été fixé pour le G7, les négociations politiques devraient être paritaires et directes entre opposition et majorité, en vue donc de l'organisation des élections présidentielles avant la fin 2016. Olivia Hieré-Dobré. Le G7 refuse le dialogue tel que le conçoit le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila.
Les dirigeants du G7, groupement de 7 partis politiques de l'opposition, ne souscrivent toujours pas au dialogue national tel que convoqué par le président Joseph Kabila. En réaction au communiqué conjoint de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, en vue de la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, les membres du G7 se disent plutôt favorables à l'idée de négociations directes entre acteurs politiques en vue d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les dialogues de M. Kabila, la volonté de M. Kabila, c'est d'organiser un dialogue pour la violation de la Constitution pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. M. Kabila ne veut pas qu'on organise les élections dans le délai constitutionnel. Il ne veut pas que dans la Constitution du Congo, l'élection du président de la République a un calendrier dans la Constitution et le mandat du président est de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila voudrait organiser un dialogue pour chercher un prétexte de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà pourquoi nous, qui défendons la légalité constitutionnelle, nous exigeons cette chose. Nous faisons des élections dans les délais constitutionnels. Pour le gouvernement, il s'agit d'une posture publicitaire de la part de ce groupe de parlementaires exclus de la majorité qui finira par venir au dialogue. C'est quelque chose d'assez insensé parce que le président a appelé un dialogue pour que nous puissions discuter du processus électoral. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent pas du dialogue convoqué par le président. Ils veulent des négociations directes pour parler du processus électoral, ce qui revient au même. Alors, je ne sais pas avec qui ils vont bien discuter. Le président est le chef de la majorité. Donc, je pense que ce sont des gens qui font simplement une posture de publicité, simplement, et qui vont venir au dialogue. Le G7 considère par ailleurs que l'organisation des scrutins à bonne date équivaut à les tenir dans les délais constitutionnels. Pour le regroupement, au-delà du délai constitutionnel, il se créera la vacance du pouvoir au sommet de l'État, dont la responsabilité pleine sera portée par le président de la République. Dans ces conditions, de l'avis du G7, les élections devront être organisées sous la responsabilité d'un président intérimaire. Cela dans un délai de 120 jours, conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la Constitution congolaise. À Dakar, au Sénégal, des experts du monde juridique se sont rassemblés avec pour objectif de résoudre les problématiques liées notamment à la méconnaissance d'un certain nombre de dispositifs juridiques, une méconnaissance qui constitue une entrave à la croissance de bon nombre d'économies du continent. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogue commenté par Idlet Mirabel-Bissou. L'OHADA, depuis 2 décennies, encadre sur le plan juridique le climat des affaires en Afrique. Dans ce sens, d'importantes avancées ont été enregistrées à travers la production de normes, dont 9 au total. Cependant, la méconnaissance des objectifs juridiques innovants mis en place constitue dans de nombreux pays africains l'une des principales entraves à la croissance. C'est dans le but de surmonter cet obstacle que l'OHADA a entrepris de réformer le cadre juridique afin d'encourager l'investissement privé et accélérer le développement des affaires. Beaucoup d'outils qui sont ainsi créés et mis à disposition ne sont pas connus ou ne sont pas maîtrisés. Or, la connaissance et la maîtrise de ces outils permettraient à nos économies de faire de très très grands progrès. Les exemples d'obstacles les plus marquants qui émaillent l'essor de la croissance économique ont été tirés aussi bien de discussions faites avec les acteurs économiques que les praticiens africains du droit. Dans sa volonté d'encourager le développement du secteur privé, l'organisation entend s'inscrire désormais dans la promotion des petites et moyennes entreprises. On a déjà noté, là où on a essayé d'utiliser certains de ces outils, que effectivement, ça permet de sortir beaucoup de gens de la précarité, ça permet de créer beaucoup d'entreprises. C'est pour cela qu'avec l'aide de la Banque mondiale, nous avons décidé de passer dans les États membres et de découvrir les outils juridiques mis en place par bloc. Selon le préambule du traité qui régit l'organisation, les États parties sont déterminés à œuvrer sur la voie de l'unité en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. C'est donc à travers cette conception que l'organisation entend attirer le plus d'investisseurs sur le continent. L'avancée de la mer sur les côtes togolaises est une réalité.
Elle engloutit des pans entiers de villages et chaque année, ce sont des dizaines de mètres qui disparaissent. La question a été abordée lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, en France. Pour les habitants de ces villages du littoral, la situation devient critique. Il faut instaurer des mesures à la hauteur de l'enjeu. Victoria Sedji, commentaire Oumou Kalsoumba. Le réchauffement climatique gagne du terrain au Togo. De plus en plus, on assiste à la montée des eaux et un raccourcissement de la ligne de rivage. Certains habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons, détruites par l'avancée de la mer. Des villages comme celui d'Agbavi, situé à 20 km de la capitale, sont menacés par l'érosion et risquent de disparaître à cette allure, selon les experts. On dit que d'ici 2030 ou bien 2031, nos villages ne vont pas exister. Bon, quelle solution on peut nous chercher? Là, on ne nous a pas répondu. On sait bien que le gouvernement est en train de chercher des solutions. Mais on va rester jusqu'à 2030. C'est ça notre inquiétude. Plus de 70% des plages sont ravagées par l'érosion côtière. Pour les experts, l'érosion a été exacerbée par certaines activités anthropiques, notamment la pollution et l'urbanisation accélérée du littoral. Préoccupé, le gouvernement togolais avait pris certaines mesures. 5 millions de dollars ont été alloués pour construire des brise-lames afin d'atténuer la dégradation côtière. La dernière conférence des Nations Unies sur le climat à Paris a été l'occasion pour le président du Togo, Faure Gnassingbé, d'inviter les dirigeants du monde à aider son pays dans la lutte contre l'érosion côtière. Il y a 2 routes côtières qui sont dans la mer. Et la 3e route côtière, vous voulez la faire. Si vous ne luttez pas contre l'avancée de la mer, à quoi ça servira de faire une belle route qui, dans 10 ans, si rien n'est fait, va se retrouver dans la mer? Donc, essayons de renverser nos priorités. Le niveau marin a gagné 8 cm de 1992 à 2015. En 2100, il pourrait atteindre une hausse d'au moins 90 cm et d'environ 1 mètre si rien n'est fait. Selon les experts, la mer gagnerait chaque année 7 à 15 cm de rivage. Les derniers accords sur le climat devront être appliqués par les États parties pour garantir la sécurité des côtes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.